Alors, ma chérie, je vais directement aller droit au but. Je vais faire quelques rappels pour savoir comment diagonaliser des matrices théoriquement, et ensuite on va directement le faire. Si tu connais déjà la théorie, tu peux skip et aller aux exercices. J'essaierai d'expliquer. Alors, ici on va déjà voir ce que c'est que diagonaliser une matrice. Imaginons que vous avez une matrice A. Alors, elle sera diagonalisable s'il existe une matrice S et son inverse, tel que lorsque vous multipliez A de cette manière-là avec S, vous obtenez une matrice complètement diagonale, c'est-à-dire des zéros partout, sauf sur la diagonale, vous aurez des scalaires. Donc, diagonaliser une matrice, on se demande déjà si c'est possible. Okay. Si c'est possible, est-ce qu'on peut le faire tout le temps ou non? Et si on ne peut pas le faire tout le temps, sous quelles conditions on peut le faire en fait. Et en gros, l'objectif, c'est juste, on te donne une matrice, et toi, tu peux trouver S, si c'est possible, pour obtenir une matrice diagonale. Donc ça, c'est l'objectif. Avant de pouvoir répondre à ces questions, on va voir deux choses, grosso modo. On va voir les valeurs propres et les vecteurs propres, qui sont vraiment liés. Donc une valeur propre, ça va se noter en abréviation comme ceci, et ça va être une valeur propre, c'est un nombre, donc un scalaire, hein, d'accord? Ça va être un scalaire. Un scalaire est une valeur propre de t, un endomorphisme, d'accord? Donc c'est une application linéaire qui a le même ensemble de départ que d'arrivée. Si il existe un vecteur, d'accord, tel que t de x est égal à lambda x. Donc si on a ça, ça veut dire que, ok, lambda est une valeur propre. Autrement dit, avec d'autres mots un peu moins sophistiqués, tu as un endomorphisme, tu as une fonction, si tu veux, tu lui donnes un truc, si elle te rend 5 fois ce truc, ça veut dire que 5, c'est une valeur propre. Dans l'idée, c'est ça, dit de manière un peu très très vulgaire, voilà, j'aime pas trop ça, mais c'est comme ça. Bon, maintenant, on va voir que c'est pas souvent utilisé, mais les valeurs propres, il y en a combien, hein? On ne sait pas répondre directement comme ça, mais on peut dire que donc le spectre de T, ça va se noter comme ça, c'est l'ensemble des valeurs propres de T. Voilà, on va pas souvent l'utiliser, mais je le mentionne. Donc c'est l'ensemble des valeurs propres de T. Maintenant, donc on sait ce que c'est une valeur propre. Qu'est-ce que c'est un vecteur propre? Donc x, donc on va le noter. Donc déjà, ça va être vecteur propre. Donc x appartenant à E est un vecteur propre de valeur propre associée lambda si t de x égale lambda x. Voilà. Donc ça va être juste ça. En gros, le x ici, c'est un vecteur propre associé à la valeur propre lambda. Et évidemment, on va pouvoir faire l'ensemble des vecteurs propres associés à une certaine valeur propre. Donc, par exemple ici, imaginons que lambda c'est 2. Tous les x qui, une fois mis dans la fonction, donnent 2 fois eux-mêmes, et alors ceux-là, ça va être, ils vont appartenir du coup au sous-espace propre de la valeur propre 2, par exemple. Bref, on va directement voir ce que c'est. Donc ça va se noter comme ça. Donc l'ensemble des vecteurs propres associés à la valeur propre lambda. Donc ça va être ici les vecteurs x, appartenant à E tranquillement, tels que t de x est égal à lambda x. D'accord? Ceci est un espace vectoriel, ce qui veut dire qu'on peut en trouver des bases, et donc une dimension. La dimension de cet espace, ce sous-espace propre, est évidemment notée comme ceci, d'accord? Il n'y a pas spécialement de notation. Sauf que la dimension de des vecteurs propres associés à la valeur propre lambda,
ça va être appelé la multiplicité géométrique. Donc la dimension, concrètement, si tu sais que un endomorphisme a une valeur propre lambda 2, d'accord, tu peux construire cet ensemble-là, cet espace vectoriel, essayer de trouver la dimension, et à ce moment-là, la dimension, ce sera appelée la multiplicité géométrique de lambda, d'accord. Donc, maintenant, on va pouvoir parler de l'autre multiplicité, mais pour ça, il va falloir voir le polynôme caractéristique, donc le polynôme carac, pour les intimes. Et alors ça va être noté comme ceci. Donc, par exemple, si c'est avec A qu'on fait l'exercice, ça sera noté avec un petit lambda, et puis voilà. Et donc la définition, ça va être donc le déterminant de A moins lambda I. Une fois que vous avez calculé ce déterminant, admettons, on peut avoir un polynôme comme ça. Voilà, pur exemple. Voilà, pur exemple, on peut avoir un polynôme comme ceci. Eh bien, les racines de ce polynôme, c'est toutes, et j'insiste bien sur toutes, les valeurs propres de A. Donc, les valeurs propres de A, pour toutes les trouver, parce que là, on ne savait pas comment les trouver jusqu'à maintenant. On savait juste que quand il y en avait, on savait ce que c'était. Mais pour toutes les trouver, il faut trouver les racines du polynôme ici. En général, ça se fait assez facilement en calculant le déterminant. On trouve par exemple, je sais pas moi, 4 moins lambda au carré et 1 moins lambda et lambda cube. D'accord? Donc ici dans cet exemple, on a trouvé ici que 4 est valeur propre de A, on a trouvé que 1 est valeur propre de A et que 0 est valeur propre de A. Donc c'est toutes les racines. Sauf que, comment faire pour les distinguer? Parce que vous voyez bien qu'ici il y a un exposant, ici il y a un cube. Donc oui, ok, ils sont toutes valeurs propres, mais ils sont quand même différents. Dans le sens où je t'ai pas vraiment parlé des polynômes, comment trouver les racines, mais dans l'idée, ici, c'est pas très compliqué de comprendre qu'en fait, les polynômes, ils peuvent avoir des zéros qui ont différentes multiplicités, on va appeler ça, donc c'est à quel point, avec les mains, c'est en gros combien de fois il est zéro. Ici, tu vois bien que, entre guillemets, c'est 2 fois, et là, 3 fois, d'accord. Donc, chaque zéro dans un polynôme a une multiplicité. Les zéros du polynôme caractéristique sont plutôt donc les zéros du polynôme caractéristique sont toutes les valeurs propres de A, et donc leur multiplicité est notée comme ça, mu lambda. Donc ici, dans notre exemple, juste pour que tu comprennes, on va avoir 4 valeurs propres, d'accord, 4 est une valeur propre de multiplicité algébrique. Je le note une fois pour que vous sachiez. Voilà, algébrique. 2, d'accord. Ensuite, 1 est valeur propre de multiplicité algébrique 1. Et 0 est valeur propre avec, je vais le noter différemment, donc ça veut dire pareil qu'au-dessus, avec mu de 0 égale 3. Et ici, c'est pareil, c'est dire du coup que mu de 2, mu de 4
pardon, tant pour moi, mu de 4 est égal à 2. Donc, une valeur propre, pour résumer. Imaginons que vous ayez une matrice A. Ok, vous avez effectivement une valeur propre. Ok, cette valeur propre là, donc je vais dire lambda valeur propre de A, d'accord. Alors elle aura deux multiplicités. Donc une c'est multiplicité, donc je vais dire multiplicité, d'accord. Multiplicité algébrique. Et géométrique. La multiplicité algébrique, c'est quoi? Hop, c'est... Bon, je vais pas faire ça. C'est... Donc, imaginons le polynôme caractéristique, d'accord? Donc, c'est le polynôme caractéristique ici. Ben, c'est par... Je répète. Donc ici, la multiplicité algébrique, c'est par rapport au polynôme caractéristique. C'est la multiplicité algébrique, c'est tout ce qui est mu de lambda, d'accord, par exemple. C'est ce qu'on a vu juste au-dessus. Et ensuite, la multiplicité géométrique, là, c'est par rapport à E de lambda, donc l'espace propre associé. Et alors, la multiplicité géométrique, c'est la dimension de E lambda, comme ça. Alors là, on va avoir deux cas de figure. Okay. Est-ce que c'est possible, enfin, voir ce qui se passe, pardon, quand mu de lambda est égal à la dimension de E lambda. Quand c'est le cas, la matrice est diagonalisable. On va voir comment faire pour comparer les deux, d'accord? Et qu'est-ce qui se passe quand ils sont différents? Okay. Donc quand c'est égal, ça implique, ok, diagonalisable. Diago. Mais quand ils sont différents, donc que la multiplicité arithmétique et géométrique sont différents, ok, qu'est-ce qu'on peut tirer? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut tirer? Alors, honnêtement, on ne peut pas tirer grand-chose, à part un théorème assez important, d'accord? Ce théorème, c'est celui-ci. Donc, c'est de dire qu'en fait, la dimension ici, hop. Donc, c'est ceci, si je dis pas de bêtises. J'ai pas inversé. J'ai complètement inversé. Oui, j'ai complètement inversé. Je suis un peu voilà, dans le gaz. C'est une dinguerie de faire ça. Donc, c'est ce théorème très important. Parce que même s'ils sont différents, on a toujours ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, admettons que ici, allez, par exemple, dans mon exemple, qu'on avait juste là. Vous êtes d'accord avec moi? Enfin, tu es d'accord avec moi, ma chérie? Que ici, 1, c'est une valeur propre de multiplicité algébrique 1. D'accord? Donc, 1, valeur propre avec mu 1 est égal à 1. Ok? De là, on sait que la dimension de E1, c'est 1. Pourquoi on le sait? Parce que ce théorème, il dit quoi? Il dit que mu de 1, ok, il est forcément plus grand ou égal à la dimension de E1. Ok? Sauf que la dimension de E1, ça peut pas être 0. C'est pas possible. Donc si on sait que ça c'est 1, alors
forcément, ici, c'est 1 aussi. Et donc, on sait qu'ils ont la même multiplicité. Voilà. Donc, dans ce cas-là, par exemple, on sait qu'ils auront la même multiplicité. Donc, c'est bon signe pour dire qu'elle est diagonalisable. Après, il suffit que une seule, par exemple, imaginons que, ici, dans mon exemple, imaginons que 0, ok, il est de multiplicité algébrique 3, admettons que la dimension de E0, c'est 2, ok, donc ça veut dire que c'est différent de mu0 qui est égal à 3, ok, admettons, alors ça veut dire que forcément on sait que la matrice elle n'est pas diagonalisable, ok. Donc ça c'est important. Pourquoi? Parce que du coup, admettons que notre polynôme caractéristique il ressemble à ça, donc je veux tout le temps mettre t ici, je sais pas pourquoi. Donc, je sais pas, lambda 1, lambda 1 moins lambda, lambda 2 moins lambda, d'accord. Et voilà, fois 4, soyons fous, d'accord. Avec lambda 1 et lambda 2 différents, admettons que nous ayons cette situation, forcément, on sait que la matrice, elle est diagonalisable. Pourquoi? Parce que ici, mu de lambda 1, c'est égal à 1. Et mu de lambda 2, c'est égal à 2. À 1, pardon. C'est parce que je viens d'écrire 2, j'ai été perturbé, donc c'est évidemment égal à 1, il n'y a pas d'exposant ici. Donc, de là, vu que le théorème, il nous dit que E de lambda 1, sa dimension, elle est plus petite, mais non nulle, pareil ici, forcément, hop, je vais effacer ça, forcément, ça veut dire que la dimension du coup de E lambda 1, elle est égale à 1, et ça veut dire que la dimension de E lambda 2, elle est égale à 1. Et donc, ici, ils ont la même, ça c'est pareil, sur toutes les valeurs propres, parce qu'ici, il n'y en a que 2. Donc, la matrice, elle serait diagonalisable, forcément. Le théorème, enfin le corollaire plutôt, c'est que donc, toutes les matrices avec toutes des valeurs propres simples, d'accord, de multiplicité, en tout cas algébrique simple, elle sera diagonale, tout simplement. Ensuite, maintenant, on va passer aux exemples. Si ça paraît flou, ça va plus l'être grâce aux exemples. Alors, exemple 1, donc on va prendre la matrice, donc je vais noter exercice. Je vais prendre la matrice A, d'accord. Cette matrice-là, ça va être 0, 0, 0, 4, 0, 0, moins 1, 3, 0. On veut la diagonaliser. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut le faire? On va voir. Premier point, on va rechercher les valeurs propres de A. Donc on va recherche des valeurs propres de A. Donc, pour ça, est-ce que vous avez suivi comment faire? Évidemment, le polynôme caractéristique. Le polynôme caractéristique, c'est ce qui permet de trouver les valeurs propres, comme je l'ai expliqué plus tôt. Donc, première étape, recherche des valeurs propres de A. On va calculer le polynôme caractéristique qui est égal au déterminant de 0, 4, moins 1, 0, 0, 0, 0, 3, 0,
moins lambda fois 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Et donc ça, bon, je vais le noter en dessous, ça c'est égal au déterminant de moins lambda 0, 0, 4 moins lambda 0, moins 1, 3, moins lambda. D'accord? Ça, ici, je vais quand même le faire avec toi. Hop, hop. Donc, c'est moins lambda, ensuite, fois moins 1 plus 1, 2, fois, ok, moins lambda fois moins lambda, moins 0 fois 3. Donc, au final, ça fait lambda carré. D'accord? Donc, au final, ça fait juste, hop, moins lambda cube, le polynôme caractéristique. Moins lambda cube. Donc, on a trouvé ses valeurs propres. Donc, je vais le mettre en couleur. Ici, on a son... On va le noter autrement. Je vais mettre 0 est valeur propre de... Enfin, on va mettre avec mu de 0 égale 3. Forcément, vu qu'ici, il y a un exposant. D'accord? Donc, première étape fait. Il n'y en a pas d'autre. Du coup, là, on sait que 0, c'est la seule valeur propre. Donc, c'est chouette. Parce que pour voir si la matrice est diagonalisable, on doit vérifier que chaque multiplicité algébrique et géométrique est la même. Mais ici, vu qu'on n'a qu'une seule valeur propre, on doit vérifier juste quoi? Que la dimension de E0 est bien 3. Deuxième, ok, on va recherche E0. Deuxième, recherche E0. Alors, donc là, ça va être assez sympa. Pourquoi? Parce que du coup, on sait quoi? On sait que si la dimension, donc je le répète, je sais, je l'ai déjà dit, mais si la dimension de E0 est égale à mu de 0, vu que c'est la seule valeur propre, 0, bah ça veut dire A est diagonalisable. Ok? Si c'est différent, bah ça implique que A est pas diagonalisable. Donc là, on va essayer de trouver la dimension de E0. C'est pour ça qu'on le recherche. Donc, comment trouver E0? C'est peut-être ça que tu te demandes la difficulté, parce qu'au-dessus, finalement, c'est un simple calcul de déterminant. Alors, recherche de E0. Alors, on va commencer. On a quoi? On a V, d'accord. Voilà, on a V qui est égal, on va dire, à X, Y, Z, d'accord. En tout cas, ces composantes sont ceci. Voilà, c'est une matrice colonne, c'est un vecteur, tout simplement. Parce que c'est des vecteurs qui appartiennent à E0, donc forcément. Voilà. On a V est égal à X, Y, Z, qui appartient à E0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi dire qu'un vecteur appartient à E0? Ben, c'est équivalent à dire quoi? C'est équivalent à dire que V, d'accord, il appartient à quoi? Ben, il appartient en quelque sorte au noyau, d'accord, de A moins 0. Voilà, c'est ça, d'accord. Bon,
Ça, c'est pas très important. C'est pas grave si t'as pas compris. Parce que là, en le notant, je me suis dit, elle va peut-être pas comprendre. Donc, on va passer ça, parce que ça, c'est un cas particulier. C'est juste quand 0 est valeur propre, c'est un peu particulier parce que ça ressemble fort au noyau, forcément. Donc, on va directement passer à l'équivalence suivante. Donc là, imaginons, il y avait ce que j'ai écrit que tu comprenais peut-être pas. Et ensuite, après, ça revient au même. Ça veut dire quoi? Dire que V appartient à E0. Ça veut dire que quand vous faites A fois V, d'accord, ça fait 0 fois V. Ok? Donc, ça, c'est ça que ça veut dire. Appartenir à E0 par définition. D'accord? C'est quand vous faites, quand tu fais entre guillemets T de V, ça fait lambda V. D'accord? Sauf que ici, on parle en termes de matrice. Donc, on va parler de A, pas de T. Et ici, lambda, c'est 0. Donc, ça fait bien, c'est bien équivalent à ça. D'accord? Donc, ça, on peut développer. On peut dire que donc A, c'était la matrice, si je dis pas de bêtises, 0, 0, 4, 0, 0, moins 1, 3, 0, fois V. Donc, X, Y, Z. D'accord? Et on va avoir ici, est-ce que c'est égal à 0, 0, 0? Bah oui, vu que c'est égal à 0 fois X, Y, Z. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on va faire à votre avis? Bah oui, on va multiplier les matrices. Et on va obtenir quoi? On va obtenir un système qui est 0 fois x plus 4y moins 1z égale 0. On va obtenir 0x plus 0y plus 3z égale 0. On va obtenir, c'est tout en fait. Donc on va avoir ça, d'accord? Et donc, on va réécrire ça plus proprement. On va avoir z égale 0 et y est égal à 0. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Bon, pour que ça soit un peu plus clair, je vais réécrire encore mieux. Ça veut dire qu'on a x est égal à x, d'accord? On a y égale à 0, z égale à 0, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc, de là, on dit que E0, forcément, ça ressemble à les éléments de E0, ils ont forcément leurs coordonnées x, y et z égales à 0, forcément. Et x, il appartient à C, d'accord? Et ça, si on met x en évidence devant, d'accord, ça fait juste un certain nombre de fois un vecteur unitaire. Bon, ça veut juste dire la combinaison linéaire de 1, 0, 0, comme ça. Donc ici, on a trouvé, c'était quoi E0? Okay. Je vais réexpliquer. De toute façon, il ne faut vraiment pas s'inquiéter, je vais en faire un autre après. Réexplication. On a ça, ok? Pour trouver E0, on commence par dire V, un vecteur appartenant à E0. Ok? Donc ça, c'est équivalent à quoi de dire que V, il appartient à E0? Ça veut dire que A, donc entre guillemets, T de V, c'est égal à 0V. Sauf qu'ici, on parle de... Allez, on parle vis-à-vis de matrice, tu vois. Et donc, ici, on parle de A, tu vois, un peu comme si A, c'était une matrice qui représentait une application linéaire. On la connaît pas, mais on s'en fout, tu vois. Donc, ici, ça veut bien dire que
A fois V, ça donne 0 fois V. Ça veut dire ça, appartenir à E0. Ça veut vraiment dire ça. Donc ça, on l'a développé, c'est normal. A, c'est la matrice, V, on sait ce que c'est. Voilà. Et donc ça, à partir de là, on fait le produit, il n'y a rien d'autre à faire. Hop, on a un système d'équations. Ici, on trouve Y égale 0, Z égale 0, ok, mais sur X, on n'a aucune contrainte. Donc, dire que V, qui est défini comme ceci, appartient à E0, ça veut dire qu'en fait, forcément, il a les composantes Y et Z qui sont nulles. Donc ça veut dire que tous les éléments de E0, c'est juste X c'est juste un élément dans la première composante, entre guillemets. C'est pas très pro dit comme ça, mais voilà. C'est juste équivalent à dire, du coup, si je prends un élément au pif, ok, que je dis qu'il appartient à E0, et qu'en fait je me rends compte que cet élément au pif, forcément il a Y et Z égale à 0, ça veut dire que tous les éléments, ils ont Y et Z égale à 0, en quelque sorte. Enfin, c'est pas très bien expliqué, mais voilà. Donc, ici, la seule composante sur laquelle il n'y a pas de contrainte, c'est X. Mais X, on la met en évidence, donc je peux développer un peu ici. Donc X, on la met en évidence, donc ça fait ça. Sauf que ça ressemble un peu, vaguement, quand même, à faire, je sais pas moi, une combinaison linéaire de ce vecteur-là. Ok ? Voilà, c'est exactement ça en fait. Donc c'est pour ça que je prends vect ici. Donc ça, c'était pour le premier exemple. Parce que évidemment, je n'ai pas besoin de conclure. Tu sais conclure. Pourquoi ? Donne-moi la dimension de E0. Ok ? La dimension de E0, on va le noter. Donc, dimension de E0. C'est égal à la dimension, du coup, de ce truc-là. D'accord ? C'est quoi la dimension de ça ? C'est juste 1. Oui, mais c'est différent de la multiplicité algébrique qui était égale à 3. Donc, A n'est pas diagonalisable. Donc ça, c'était premier exemple. Voilà. Comment vérifier si une matrice est diagonalisable ? On reprend. On a une matrice. On cherche les valeurs propres grâce au polynôme caractéristique. Ici, on voit bien qu'il n'y a que 0 qui est valeur propre. Donc, on recherche l'espace propre associé pour voir si c'est la même multiplicité géométrique que algébrique. Dans ce cas, alors elle serait forcément diagonalisable. Ici, pour trouver E0, il a fallu faire, on prend un vecteur appartenant à E0. Qu'est-ce qui est équivalent de dire ça ? C'est de dire que ce vecteur, il y a ça dessus. Il y a ça qui se passe. Du coup, il y a ça. Du coup, il y a ça. Du coup, il y a ça. Et donc, au final, n'importe quel vecteur à l'intérieur de 0, il a ses composantes en Y et en Z égales à 0. Et du coup, forcément, sa dimension, c'est 1. Et donc, il a la même multiplicité algébrique. Il n'a pas la même multiplicité algébrique que géométrique. Et donc, c'est pas diagonalisable. Ça, c'était pour le premier exercice.